Bonjour à tous et plutôt rebonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le 18 novembre 2022 et on est bientôt au bout de cette année 2022, annus horribilis comme on dit. On va faire le point sur ce qui s'est passé cette semaine, un petit peu partout dans le monde, à droite à gauche, mais surtout en Suisse. Bon, en Suisse aujourd'hui, il faut quand même reconnaître qu'on a quand même bien suivi les autres marchés sans se poser trop de questions parce qu'il s'est pas passé non plus des montagnes de trucs à l'intérieur même des grands indices suisses. Donc on s'est surtout concentré sur ce qui se passe ailleurs, la thématique de l'inflation, la thématique des banques centrales, le PPI, les missiles qui tombent à droite à gauche. Bref, c'était un petit peu le menu de la semaine. Alors tout d'abord, la première chose qu'il faudra retenir de cette nouvelle semaine boursière, c'est que finalement, on a des confirmations comme quoi l'inflation va pas trop mal. C'est ce qui nous a quand même permis de tenir plus ou moins jusqu'à ce matin, en tous les cas, sur les indices principaux. Alors la première chose, c'est le PPI. Le PPI est sorti en début de semaine aux États-Unis, donc les prix à la production. Donc quand vous avez des nouveaux produits qui se créent par les sociétés, qui sont fabriqués par les sociétés, quand tout d'un coup les marges sont en train de réaugmenter, ou en tout cas les coûts sont moins élevés, eh bien tout d'un coup les prix à la production baissent, et donc normalement, assez logiquement, ça se répercute plus tard sur quoi? Eh oui, sur le CPI, qui sortira bien sûr dans quelques semaines, juste avant le prochain meeting de la Fed. Alors évidemment, c'est la thématique du moment, le PPI va mieux, donc le CPI sera probablement mieux que ce qu'il n'a été le mois dernier. Donc le mois dernier, on était à 7,7, c'est ce qui a déclenché le rallye la semaine dernière. Et donc maintenant, on part sur un CPI qui devrait être encore en dessous le mois prochain. Donc que des bonnes nouvelles à venir. Et en plus, si on regarde ce qui est en train de se passer en ce moment sur le pétrole, eh bien on peut supposer que là aussi, ça devrait encore s'affaiblir pour le CPI du mois de novembre. Donc il y a une espèce de vent d'optimisme qui laisse toujours, qui espère que finalement les banques centrales, enfin la Banque centrale américaine surtout, va continuer son cycle de hausse des taux, mais moins fort. Et donc c'est là-dessus où on s'accroche, où on se raccroche et on se dit que peut-être, ça va aller vers le mieux. La problématique, c'est qu'effectivement, nous, on espère simplement que les taux vont monter, mais moins. Alors que de l'autre côté, la Fed veut continuer à monter les taux, alors peut-être effectivement pas autant que les 75 basis points de ces derniers mois, mais on va passer à 50 basis points, ce qui serait déjà un soulagement pour le marché. On se contente de peu aujourd'hui, mais c'est ce qu'on chercherait ces prochains temps. Sauf que, on l'a vu aussi en cette fin de semaine, les banquiers centraux sont toujours très au quiche, et nous, on aimerait bien avoir quand même un banquier quelque part qui débarque avec un petit peu d'optimisme dans la tête, mais visiblement, nos banquiers centraux américains sont plutôt à la recherche de taux d'intérêt encore bien plus élevés, puisqu'on parle de taux terminal quelque part entre 5 et 7%. Évidemment, pour les plus hauts quiches, c'est 7%, et pour les plus de viches, c'est 5%. Donc aujourd'hui, si vous êtes optimiste par rapport au taux, eh bien, vous devez viser 5% sur les Fed Fund américains. Donc évidemment, la grande question de la semaine, c'est est-ce que l'inflation est sous contrôle ou pas? Eh bien, personne n'en sait rien pour le moment. Ça a l'air d'aller vers le mieux, mais il va encore falloir que ça se confirme, parce que je rappelle encore une fois que les calculs qui ont été utilisés pour calculer le montant, le prix du CPI le mois dernier, sont pas mal discutés et discutables dans le milieu des médias financiers. Donc, à surveiller quand même. On a l'impression qu'on a réussi à coincer quelque chose et que ça va vers le mieux, mais c'est pas encore complètement gagné. Après, il faudra pas oublier aussi que cette semaine, on a vécu des tensions politiques majeures de nouveau. Alors, pendant que toute l'équipe de dirigeants de ce monde sont en train de planter des arbres à Bali après y avoir été en jet privé, on a eu quand même des tensions assez importantes, puisqu'il y a ce fameux missile qui est tombé en Pologne en agressant spontanément un membre de l'OTAN, ce qui a fait trembler tout le monde, puisque le patron, le CEO de l'Ukraine a hurlé partout en disant que c'était une attaque délibérée des Russes, donc quelque part il fallait que l'OTAN s'en mêle. Autant vous dire qu'on est plutôt content que pour l'instant l'OTAN ne s'en mêle pas, parce que ça compliquerait certainement un tout petit peu la situation géopolitique. Donc on a eu un petit peu un coup de froid au milieu de semaine, ce qui nous a fait trembler un petit peu sur les indices. Il faut aussi dire qu'effectivement aujourd'hui, on le verra tout à l'heure sur les graphiques, les indices sont extrêmement forts et résistent relativement bien après cette performance spectaculaire de la semaine dernière.
Alors aujourd'hui, forcément, on va le voir sur les performances hebdo, c'est pas non plus l'euphorie totale, mais on va dire que par rapport au mouvement de jeudi et vendredi dernier, eh bien on s'en sort relativement bien quand on regarde la fin de cette semaine dans le monde merveilleux de la finance mondiale. On notera aussi que les républicains ont donc récupéré le Congrès, les démocrates ont donc le Sénat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va rien se passer pendant 2 ans, si ce n'est qu'ils vont se foutre sur la gueule sans arrêt et qu'ils seront jamais d'accord et qu'ils vont jamais obtenir quoi que ce soit d'à peu près intéressant pour le pays. Donc globalement, on va se retrouver dans ce qu'on appelle aux États-Unis un gridlock. Donc en gros, on va être complètement coincé. Et puis on va certainement commencer dès l'année prochaine à parler de ce fameux plafond de la dette. Alors, je vous prépare déjà, puisqu'en général, tous les 2-3 ans, on y revient. Le plafond de la dette, ça se passe comment? Ça veut dire que le pays n'a théoriquement pas le droit d'emprunter plus que ce qu'il a comme dette aujourd'hui. On met un plafond. Et ce plafond, eh bien, normalement, il est censé ne pas pouvoir bouger, sauf qu'aux États-Unis, à chaque fois, on nous fait un sketch qui dure des semaines et des semaines, et puis à la fin, comme par miracle, sur un coup de baguette magique, le plafond se surélève et on peut continuer à fonctionner et continuer à emprunter de nouveau, et tout le monde est content. C'est un happy end à la hollywoodienne, et jusqu'à maintenant, on n'a jamais dérogé à ce happy end. On peut parler aussi crypto-monnaie cette semaine, puisque effectivement, on continue dans la saga FTX. Alors, je vais pas vous bourrer le crâne avec tout ça, mais ce qu'il faudra quand même retenir, c'est que pour l'instant, eh bien, évidemment, monsieur Sam Bankman-Fried a donc donné son congé en tant que CEO de FTX, et puis depuis on l'a remplacé par un spécialiste des faillites. Ce spécialiste, c'est le monsieur qui s'est occupé de la faillite d'Enron il y a bien longtemps en arrière. C'était une sacrée magouille et c'était un sacré panier de crabes, et ce monsieur a donc déclaré que chez FTX c'était pire. C'était pire parce que clairement il n'y a rien de clair, il n'y a pas un papier qui tient la route, c'était dirigé n'importe comment, il y a des trous partout dans la comptabilité, c'est un mystère total, et ils pensent que jamais on a vu ça dans l'histoire de la finance ou dans l'histoire des sociétés américaines. Bref, c'est une catastrophe totale, et ça met un gros coup de froid sur la confiance que les gens pouvaient ou pourraient ou auraient pu avoir sur le secteur de la crypto, puisqu'en plus, durant la semaine, on a encore eu cette fameuse boîte qui a été créée à l'époque par les jumeaux Winklevoss, la boîte qui s'appelle Genesis, qui eux aussi ont stoppé les retraits. En gros, ceux qui sont posés sur ces exchanges, ceux qui ont mis l'argent là-dedans, et bien pour l'instant, ils sont pieds et poings liés, et on ne sait pas trop comment ça va se terminer, mais a priori, pas bien, et donc ça crée un tout petit peu d'instabilité dans le marché des cryptos. Alors, le Bitcoin et l'Ether s'en tirent relativement bien pour l'instant, même si ça a baissé depuis la faillite de FTX, mais globalement, on a l'air de pas non plus paniquer plus que tant, ce qui est plutôt rassurant, mais quand même inquiétant à la fois. Si l'on regarde la performance des assets pour cette semaine, eh bien, vous le voyez, le plus frappant, c'est donc le pétrole qui s'est fait déglinguer, puisqu'il perd quasiment 8% sur la semaine. Rien de spécial, fondamentalement, sur le baril pour l'instant. Une des raisons principales de la baisse, c'est qu'on a toujours peur que la Chine ne redémarre pas, et qu'il continue à rester confiné, et que finalement la consommation soit moindre, ce qui fait que pour l'instant, il y a une espèce de série de ventes. Ce qui est assez marrant, c'est qu'en tout début de semaine, on a eu deux analystes qui sont venus expliquer pourquoi le pétrole devait forcément remonter à $120. Et depuis qu'ils ont fait leur speech, et depuis qu'ils ont annoncé leur target, c'est 115 et $120, c'est 2 analystes différents, dont un est Goldman Sachs. Et donc, directement derrière, le pétrole ne fait que baisser. Et pour le reste, eh bien, on voit que c'est plutôt, on va dire, des prises de profit après le rallye de la semaine précédente. Tout le monde est un peu logé à la même enseigne, puisque, mis à part, pour l'instant, j'ai envie de dire, Hong Kong, qui gagne 3,8% sur la semaine, tout le reste est légèrement dans le rouge, mais ça sent plutôt la consolidation haussière, et puisque après cette journée, cette période absolument euphorique qu'on a eue il y a 10 jours en arrière, eh bien on se retrouve aujourd'hui avec un marché qui doit prendre un peu les profits, et on le verra tout à l'heure sur les graphiques, on a quand même de la chance parce qu'on tient relativement bien encore pour l'instant sur les indices, et on aurait pu franchement s'attendre à pire. Et comme j'en parlais dans le Morning Bull Live de ce matin,
quand on voit ce qui a été dit hier aux États-Unis par les différents membres de la Fed qui ont parlé hier soir, je dois dire qu'on est vraiment bluffé. Je suis vraiment bluffé que finalement les indices américains ne terminent que en baisse de quelques poussières de % hier soir. Si on regarde la performance du SMI sur une semaine, alors Sika est lanterne rouge, Zurich est en tête. On va revenir un petit peu en détail sur ce qui s'est passé. Prise de profit de nouveau sur le secteur du luxe, puisque comme je viens de le mentionner, on revient sur la thématique des Chinois qui sont... on attendait vraiment une libération du peuple chinois par rapport à la politique zéro Covid. Pour l'instant, ça n'a pas été confirmé, bien au contraire, ce qui fait qu'il y a de nouveau quelques prises de profit sur ce secteur-là. Zurich, simplement, ils ont fait leur meeting des investisseurs, on y reviendra tout à l'heure, c'est pour ça que ça se passe relativement bien. Pour le reste, toujours beaucoup de questions sur le Crédit Suisse, pas mal de downgrade durant la semaine, ce qui justifie sa sous-performance aussi. Et puis pour le reste, eh bien, c'était, on va dire, presque business as usual, mais rien de très transcendantal sur les performances du SMI. On va revenir sur 2-3 choses en détail juste après ça. Même histoire sur le SLI, Zurich en tête, et puis alors en queue de peloton c'est VAT Group. Alors VAT Group, il a surtout été victime de downgrade et de recommandations de prise de profit après une relativement bonne performance, ceci expliquant cela sur le SLI. Si l'on reprend nos graphiques habituels du SMI et du SLI, eh bien vous voyez que le SMI est dans une phase de consolidation, un petit peu à l'image de ce que je disais, après ce grand mouvement haussier qu'on a fait depuis quelques temps pour aller chercher quasiment la moyenne mobile des 200 jours qui se situe ici, et bien pour l'instant on est en phase de consolidation. Alors on a cassé cette tendance qu'on avait, cette tendance baissière qui passe par là, hein, vous le voyez. On l'a cassé il y a quelques jours, on est revenu se poser pile poil dessus hier encore, et ce qui fait que pour l'instant on est en train d'essayer de tenir cette ancienne résistance qui aujourd'hui fait office de support. Alors il faut juste espérer qu'on arrive à tenir ces niveaux-là, parce que sinon on pourra effectivement repartir de nouveau chercher les plus bas. Mais on voit très bien, clairement qu'aujourd'hui sur le SMI, notre problème c'est la moyenne mobile des 200 jours et qu'il faudra absolument réussir à casser un jour ou l'autre. Mais pour l'instant, un peu à l'image du reste des marchés, on sent qu'il y a une forme de fatigue. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on était très suracheté l'autre jour au niveau des stochastiques et des RSI. On est rapidement revenu en bas, donc on peut espérer quand même qu'on va réussir à tenir ces niveaux et que s'il n'y a pas de mauvaises nouvelles, le SMI pourra reconstruire et se faire une nouvelle tentative sur la moyenne mobile des 200 jours d'ici la semaine prochaine ou la semaine d'après. Évidemment, même type de configuration, mais un peu plus volatile sur le SLI comme d'habitude. Alors là, vous voyez que notre tendance baissière, elle est clairement cassée. Là aussi, on a échoué sur la moyenne mobile des 200 jours et on a exactement la même problématique au niveau des stochastiques. On va encore baisser, on peut encore largement baisser un petit peu, revenir peut-être même tester la moyenne des 50 sur le SLI avant de repartir à la hausse. En tout cas, c'est ce que ça a l'air de vouloir construire pour l'instant. Hein. Vous le voyez très bien que ces indices-là sont quand même en train de faire une espèce d'immense courbe, on va dire une immense soupière, comme on dit, qui sont en train de consolider sur le long terme. Et on peut espérer que finalement, eh bien, la tendance repartirait gentiment à la hausse. Je dis bien on espère parce que rien n'est moins sûr. Il y a encore quand même beaucoup d'instabilité dans ce marché et on a aussi besoin de beaucoup plus de réponses par rapport à la suite des aventures de l'économie mondiale. Mais on a l'impression qu'on est en train de faire une grande base de consolidation. C'est en tout cas l'impression que ça donne sur le Swiss Leader Price. L'indice que j'aimerais vous montrer brièvement, c'est le Semiconductor Index. Alors le Semiconductor Index a beaucoup souffert ces temps. Oui, je reconnais, c'est pas un indice du marché suisse, mais il faut quand même que je vous en parle. Le Semiconductor Index a beaucoup souffert ces derniers temps parce que les chips, les semi-conducteurs étaient un petit peu out of fashion, plus vraiment à la mode, et plus personne n'en voulait parce qu'on pensait que finalement on allait tous revenir avec des jouets en bois et qu'on allait rendre nos téléphones portables pour se contenter de vieilles cabines téléphoniques qu'on trouverait dans le coin de la rue. Mais non, finalement, on s'est rendu compte quand même qu'il y a des choses qui se sont passées au niveau du semi-conducteur. Et la première chose, c'est que M. Warren Buffett a annoncé qu'il prenait une grosse participation dans une boîte qui s'appelle TSMC, Taiwan Semiconductor.
Et c'est ce qui explique cette accélération haussière sur le semi-conducteur index. Alors là aussi, comme vous le voyez sur la Suisse, et ça c'est vraiment symptomatique de tous les indices aujourd'hui quasiment, on est en train de tester cette moyenne mobile des 200 jours, et tant qu'on n'arrivera pas à la casser, ça va être difficile, mais le semi-conducteur index tente un truc là pour l'instant, et il y a de nouveau pas mal d'intérêt. On a eu des bons chiffres sur Nvidia, il y a eu 2-3 choses encourageantes, et 2-3 choses moins encourageantes. Ce qui me fait un petit peu peur, c'est quand même les stochastiques qui restent très élevés par rapport au niveau où on est. Et si on revient en dessous de cette grande tendance, il y a quand même un risque qu'on vienne chercher un petit peu plus bas ces prochains temps. Alors vraiment, il faut surveiller parce que vous savez que je tiens beaucoup à cet indice-là, puisque c'est quand même l'indicateur avancé des marchés financiers. Et généralement, on dit que quand le semi-conductor index va, tout va. Eh bien, peut-être qu'il y a quelque chose qui est aussi en train de se transformer de ce côté-là. Dans les titres qu'il faut observer et qu'on a pu observer cette semaine, on notera que Roche s'est fait déglinguer en début de semaine. La raison principale, c'est un des médicaments sur lesquels ils travaillent, qui s'appelle Gantenerumab. En gros, c'est un médicament qui permet de ralentir la progression de la maladie d'Alzheimer, donc ils sont en train de faire les premiers tests, et pour l'instant, les premiers patients qui ont été récipiendaires de ce nouveau médicament test, eh bien, voient une capacité, pas une amélioration, mais plutôt un ralentissement de la dégénérescence de l'ordre de 6 à 8% par rapport aux personnes qui ont pris le placebo, donc clairement, c'est considéré comme absolument pas relevant et absolument pas suffisant pour justifier l'utilisation ou même l'approbation de ce type de médicament, ce qui veut dire que pour l'instant, le concurrent Biogen est clairement devant Roche par rapport à l'utilisation des médicaments pour Alzheimer. D'ailleurs, on l'a vu en tout début de semaine, Roche s'est fait avoiner et derrière, vous avez eu un rebond assez spectaculaire aux États-Unis sur des boîtes comme Biogen. Voilà, vous avez le graphique de Roche sous les yeux, donc clairement, eh bien... effectivement, vous voyez cette espèce de gap qu'on a laissé sur l'annonce de ces problèmes de médicaments. Alors, la bonne nouvelle, parce qu'il y a toujours une bonne nouvelle dans un graphique, et puis on peut toujours trouver du positif, hein. On voit qu'ici, on est en train de faire une base dans la zone des 300. On a toujours ce grand support que vous voyez en pointillé, juste là en dessous, qu'on peut continuer à prolonger, et qui fonctionne plutôt pas mal. Vous avez les stochastiques qui sont venus se poser tout en bas. Eh bien, tout ça pour vous dire que moi, je suis plutôt constructif. Alors, Roche, c'est toujours pas le truc le plus fun de la vie. Il faut pas oublier, si on revient en arrière, hein, Roche avait été downgradé massivement par l'UBS ici. Aujourd'hui, on est en phase de consolidation. On est en bas de ce range qu'on voit depuis bien longtemps. Tout à l'heure, je vous montrais sur le SMI qu'on est en train de faire une espèce de monstrueuse base pour l'instant sur les indices mondiaux pourvu que ça tienne. Et je pense quand même que venir se repositionner sur un bon rush quand on est dans cette zone-là, c'est plutôt intéressant. Donc moi, je me remettrais volontiers long sur Roche. Alors bon, évidemment, ça peut prendre du temps parce qu'il faudra qu'on digère un petit peu cette mauvaise nouvelle. Mais il n'y a pas que ça dans le pipeline de Roche non plus. Et je pense qu'à terme, on peut quand même repartir sur une construction positive. Enfin, moi, c'est vraiment un titre où j'aurais envie d'en acheter... c'est un titre que j'aime bien avoir dans les portefeuilles, donc c'est quelque chose qu'on peut racheter régulièrement sur faiblesse et puis continuer à moyenner, vous savez, un peu cette stratégie où j'achète tous les mois avec 200 balles et puis à la fin, eh bien, j'aurai plein de bons rushs et puis finalement, elle aura quand même réussi à remonter jusqu'à 500 francs suisses. Donc ça, c'est plutôt relativement encourageant compte tenu de ce qu'on vient d'apprendre cette semaine. Alors ça, c'est le graphique de Biogen. Alors, je vais vous montrer le principe des vases communicants. Vous voyez que, bon, il faut aller zoomer un petit peu quand même, mais ça, le gap ici, vous avez Biogen qui vaut 290 $. Là, vous avez le bon Roche qui annonce que leur médicament ne fonctionne pas, et on monte carrément jusqu'à 305 $. Alors, ok, 290 à 305, ça fait que 15 balles sur un titre qui vaut 300 $. Mais enfin voilà, quand même à noter que cette mauvaise nouvelle sur le bon rush aura quand même bien profité à Biogen. Dans les super bonnes nouvelles, non je rigole, mais en fait c'est marrant parce qu'il y a des fois vous avez des titres qui rentrent dans des espèces de spirales où plus personne en veut, et puis c'est downgrade, déception, et puis en fait c'est vraiment les espèces de cycles négatifs et on n'arrive pas à réinverser la tendance. Et l'exemple typique et standard du moment, c'est Tsur Rosé. Alors Tsur Rosé, il s'est rien passé de spécial cette semaine, mais vous avez quand même Deutsche Bank qui a downgradé Tsur Rosé et ils sont passés de hold
à sell. Alors forcément, quand vous avez une boîte comme Deutsche Bank, qui est quand même pas n'importe qui dans le domaine des banques d'affaires, ils viennent vous downgrader le titre pour le mettre sur sell, eh bien forcément ça a des conséquences. Le titre a perdu 12-13% durant la semaine à cause de cette nouvelle. Donc ça continue et c'est toujours la même histoire. Sous-rosé, plus personne en veut tant qu'ils n'auront pas obtenu leur autorisation d'ordonnance électronique que le gouvernement allemand refuse absolument de leur donner pour l'instant. Alors ce qui est assez dingue, c'est quand on regarde simplement le graphique, quand on regarde le graphique, ça veut plus dire grand chose parce que vous voyez quand même c'est un titre qui a été complètement suracheté dans la période des meme stocks. Il y a une année, un peu plus d'une année en arrière, où on est monté jusqu'à 513 francs suisses et qu'aujourd'hui ça vaut 26 balles. Et que finalement, quand vous avez le titre qui perd 13% sur une semaine, il faut juste aller zoomer comme un malade pour réussir à voir quelque chose sur le graphique. Donc ça veut juste plus rien dire pour l'instant au niveau de Tsu-Rosé. On est de nouveau quasiment au plus bas des plus bas des plus bas. Donc là, vous voyez, c'est une sale semaine avec des performances assez pourries. Et ça ne se voit quasiment pas sur un chart qui se met sur 2 ans, si ce n'est que c'est juste un désespoir total. Et alors peut-être effectivement que le jour où il y aura une grosse nouvelle, on en reparlera, mais pour l'instant, je ne suis pas sûr que ça aille très très bien, surtout que tout le monde est en train de downgrader le titre massivement dans tous les coins, et c'est chacun son tour, et à chaque fois c'est 10 ou 15% sur la semaine. Cette semaine, on a eu les résultats de Alcon. Alors Alcon a publié des bons chiffres, plutôt positifs, plutôt encourageants pour la suite. Alors vous le voyez sur la semaine, eh bien on a eu une jolie hausse qui a été immédiatement corrigée derrière, parce que c'est ce qu'on appelle des prises de profit, et finalement à la fin, Alcon ne faisait pas grand chose sur la semaine, mais néanmoins on retiendra que les chiffres étaient bons, et que les perspectives d'avenir étaient plutôt constructives du côté de la société suisse. Durant la semaine, on a eu Zurich qui a tenu sa réunion des investisseurs, donc une espèce de grand raout où ils confirment leurs perspectives, leurs envies, leurs désirs et ce qu'ils vont faire. Donc ils se sont montrés relativement optimistes pour l'avenir, ce qui a bien plu au marché, mais en plus de ça, en fin de semaine, ils ont également annoncé un rachat, la continuité d'un rachat d'actions, donc ça continue à aller très bien pour Zurich. C'est bon résultat, satisfaction de la part des actionnaires, dividende énorme, très intéressant comme d'habitude, et donc finalement c'est un espèce de truc génial qu'il faut aussi avoir dans un portefeuille sur le long terme, parce que ça vous paye un gros dividende, et que visiblement pour l'instant, malgré les problèmes et les risques qu'on a eu au niveau de la peur sur les assurances, parce qu'on s'est dit réchauffement climatique, machin, finalement Zurich s'en sort toujours très très bien, et ça fait partie des belles sociétés de la cote du SMI qui continuent à très très bien performer compte tenu du reste du marché. Voilà, vous voyez ici le graphique de Zurich, donc rien à dire, hein, ça s'est très bien passé pour eux. On est en train de revenir tester les 444 qui correspondent plus ou moins à ce sommet ici, et si on arrive à casser, on pourra commencer à reparler de nouveau d'aller chercher les 460 qui correspondent plus ou moins au plus haut de ces dernières années. Ipsomed, on n'en parle jamais. Globalement, la société a donc dégagé sur les 6 premiers mois de l'année un exercice, un bénéfice de plus de 15 millions, donc plutôt positif. Ils ont été multipliés par 2 sur une année, et ils confirment surtout, c'est ce qu'on aime bien en ce moment, c'est qu'ils confirmaient les perspectives à venir, donc très encourageant. Et puis aujourd'hui, on aime bien avoir une société qui publie des bons chiffres et en plus des bonnes perspectives. C'était le cas de Ipsomed. Et puis il y a un truc qui est assez rigolo, c'est que quand on regarde le graphique, si vous le mettez en très court terme, ce qui est assez intéressant, c'est que finalement on a une société qui revient du fond des gorges de l'enfer avec le reste du marché, qui nous fait une très belle configuration de reconstruction haussière, qui vient nous confirmer des bons chiffres et des perspectives intéressantes. Et si on va chercher un petit peu plus loin, eh bien on voit que finalement, ce titre qui a été un des darlings de la cote dans les années 2015, 2006, 2016, 2017, et qui depuis souffre, eh bien est en train de finir sa phase de disette, j'ai envie de dire, et que si, alors je dis bien si, on arrive à casser cette espèce de double top qu'on avait fait à l'époque, ça voudra peut-être dire que cette fois on est en train de casser quelque chose d'assez important sur Ipsomed, et sur un graphique long terme, franchement, alors là c'est vraiment du long terme, hein, parce qu'on parle de quelque chose qui est quasiment sur 10 ans, eh bien on a quand même, vous voyez de nouveau cette espèce de grande phase de consolidation, et en général quand ça finit comme ça finit par partir là-haut, donc plutôt constructif.
bonne nouvelle fondamentale, mais surtout pas mal d'optimisme au niveau d'Ipsomet sur le graphique. Voilà ce qu'on pouvait dire de cette semaine en Suisse et dans le monde à notre connaissance. Donc pour l'instant, on est un petit peu fatigué. On va regarder très attentivement les nouvelles qui vont nous tomber dessus ces prochains temps. On arrive gentiment à la fin du mois. On va commencer à reparler des chiffres de l'emploi aux États-Unis, du CPI aux États-Unis et du meeting de la Fed. Donc on repart dans notre série de macro en espérant qu'entre deux, eh bien, les tensions géopolitiques ne vont pas s'exacerber et puis qu'on va pouvoir avoir une semaine qui nous permettra de consolider sur les acquis de ce joli rebond qu'on a entamé il y a une semaine. Après une semaine, on va dire, de quelques pauses sur les marchés financiers en général un peu partout dans le monde. Voilà, en ce qui me concerne, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français. Je vous encourage à liker cette vidéo, à la partager et puis surtout à passer un excellent week-end et à venir me retrouver lundi matin pour un nouveau Morning Bull live comme tous les jours et puis pour le prochain Swiss Bliss qui aura lieu vendredi prochain où là on va toucher la fin du mois, du bout des doigts. Passez une excellente journée, un très très bon week-end, profitez bien et puis à lundi. Bye bye.